et Nivine Potros, qui est déjà prête, bien sûr, dans les starting blocks avec cette question. Alors, François Bayrou, peut-il y arriver, Nivine? Eh bien, en tout cas, il fait tout pour durer plus longtemps que son prédécesseur, avec un mot d'ordre: consulter et rassembler. Et pour ce faire, François Bayrou, vous l'avez compris, reçoit depuis ce matin à Matignon l'ensemble des groupes parlementaires, à l'exception de la France Insoumise, qui refuse de s'y rendre. Ils seront reçus par leur importance numérique à l'Assemblée nationale, et c'est donc le Rassemblement national qui a ouvert le bal ce matin à 9h, fort de ses 124 députés. En ce moment même, c'est Gabriel Attal qui s'entretient avec le Premier ministre. À midi, François Bayrou discutera avec les socialistes, et puis à 14h30, ce sera au tour de Laurent Wauquiez et de Mathieu Darnaud. Et puis demain, eh bien, François Bayrou recevra l'ensemble des autres groupes parlementaires. Seule la France Insoumise a donc refusé de s'y rendre. Dans un communiqué, Mathilde Panot explique que puisque le Premier ministre n'a pas encore formé son gouvernement et n'a pas encore présenté devant l'Assemblée nationale, nous ne participerons pas à de telles discussions. En recevant toutes les forces politiques, Nivine, en tout cas celles qui ont accepté, François Bayrou se distingue de Michel Barnier et d'Emmanuel Macron. Exactement, parce que Michel Barnier avait attendu plus de 2 mois avant de recevoir Marine Le Pen à Matignon, ce qui avait d'ailleurs suscité la colère de ses troupes, une erreur de son prédécesseur selon François Bayrou. Et puis de la même manière, souvenez-vous, mardi dernier, Emmanuel Macron rencontrait à l'Élysée l'ensemble des partis, à l'exception du Rassemblement national et de la France Insoumise. Le palais s'était justifié en expliquant que seuls avaient été conviés les partis ayant indiqué se placer dans une logique de compromis. François Bayrou, lui, préfère parler avec tout le monde. Il a même appelé personnellement chaque président de groupe de l'Assemblée nationale, selon un membre de son entourage. La méthode Bayrou, c'est donc parler avec tout le monde, et ce, partager équitablement le pouvoir avec Emmanuel Macron. Je serai un Premier ministre de plein exercice et de complémentarité avec Emmanuel Macron. François Bayrou n'a par exemple pas l'intention de batailler sur les postes régaliens qui relèvent, vous le savez, des domaines dits réservés. Alors, à voir si cette méthode pourra durer, ou en tout cas plus de 3 mois comme Michel Barnier. Merci beaucoup, Nivine. Venez donc nous rejoindre. Nous avons donc une première question. Elle est de Fabrice, qui est à Saint-Georges. Les Baillargeaux, on est dans la Vienne. Pourquoi ne pas nommer les chefs de groupe parlementaires du PS au LR, au ministère régalien, et les laisser faire, Yael? Ça, c'est séduisant. On aurait envie que ce soit si simple de créer cet arc républicain, gauche-droite, tout simplement, dépassement des partis, ce qui est la marque de fabrique de François Bayrou comme d'Emmanuel Macron. Mais évidemment, c'est ne pas tenir compte des rapports de force politiques internes. Derrière les LR, il y a un parti LR. Derrière le groupe PS, il y a un parti socialiste. Et évidemment, chacun a des revendications à faire valoir. On n'en est pas encore au stade d'un accord de non-censure, parce que pour ça, il faut passer des deals, trouver quelles sont les lignes rouges des uns des autres, pour pouvoir ensuite avancer. Donc tant que François Bayrou n'a pas décanté cette partie-là, les socialistes notamment ne peuvent pas faire un pas de plus. Il faut des garanties, elles sont nombreuses. La liste de courses du PS est très très longue, entre la fiscalité, le gel de la réforme des retraites et puis plein d'autres aspects, je rentre pas dans les détails, font qu'on ne peut pas aujourd'hui nommer simplement comme ça en disant je mets puis se débrouille. Il faut d'abord un accord. Petite question quand même, le Figaro écrit que François Bayrou soumet Emmanuel Macron à sa méthode. Vous êtes d'accord avec ça? Très intéressant. Maintenant, le rapport de force est complètement inversé, les jeux sont faits pour la suite, en tout cas de leur collaboration, j'allais dire du quinquennat, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais il a pris le pouvoir, François Bayrou? Alors, François Bayrou vous démentirait cette expression prendre de pouvoir ou créer le rapport de force ou la cohabitation bis avec Emmanuel Macron. Le verbe soumettre est très fort. Mais ce qui s'est passé, la cacophonie de sa nomination vendredi matin, montre bien qu'il a renversé les choses, renversé la vapeur et tordu le bras d'Emmanuel Macron. Donc c'est vrai, ce à quoi on va assister maintenant de la part de François Bayrou, c'est revenir aux sources du macronisme sans Emmanuel Macron. C'est un peu ça l'objectif de François Bayrou. François Bayrou, il a un idéal centriste au départ qui est bien antérieur à l'idéal centriste d'Emmanuel Macron. Donc quelque part, à Matignon aujourd'hui, il peut faire du bayrouisme
qui est quelque part la version originale du macronisme. Mais ils se tiennent quand même. Regardez la question de Quentin, en effet, qu'il souligne. Quentin, Toulouse. On vous retrouve, Quentin, Toulouse, en Haute-Garonne. Bonjour à vous. Si François Bayrou échoue, la question de la démission d'Emmanuel Macron ne se posera-t-elle pas ? Si, elle se posera. Elle se posera avec une urgence nouvelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'heure est assez grave. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, en tout cas Emmanuel Macron ne peut pas se permettre une nouvelle chute d'un gouvernement sur lequel il aurait une autorité. Parce que, automatiquement, et ça c'est le pari des Insoumis, par exemple, c'est que derrière, s'il y a chute du gouvernement Bayrou très rapidement, la question de la stabilité institutionnelle de la Ve République se posera, et la clé de voûte, c'est le président, qui ne voudra pas démissionner, mais le débat montera nécessairement, parce que l'idée des uns et des autres, c'est de remettre les pendules à l'heure, une présidentielle anticipée pour ensuite pouvoir resynchroniser les législatives derrière. Évidemment, on n'en est pas là, faut pas souhaiter le chaos, et François Bayrou s'installe. Alors comment il peut faire, François Bayrou, Claire Fournier, pour ne pas se heurter, comme son prédécesseur, au mur du budget, avec l'urgence absolue qui est la sienne, dégradation de Moody's en fin de semaine dernière? Comment il peut faire ? Il n'y a pas de solution miracle. Effectivement, il est d'ores et déjà tiraillé par la droite et par la gauche. Elle nous disait qu'ils ont une liste de courses phénoménale. On va retrouver les mêmes lignes rouges pour le RN, qui, je le rappelle, si on les suit, c'est 10 milliards d'économies en moins. À la gauche, il va falloir aussi faire un certain nombre de concessions. Donc rien ne dit qu'il va pouvoir arriver à un consensus sur le budget. Effectivement, je rejoins Yael sur le côté, voilà, l'heure est grave. On sent le tic-tac des horloges, parce qu'on a bien vu que les agences de notation commencent à froncer les sourcils. Vendredi, une dégradation de la note, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est jamais un bon signe. C'est pas adressé directement à François Bayrou, ça aurait été un autre Premier ministre, ça aurait été pareil, mais c'est vrai que ça commence à inquiéter ceux qui nous prêtent. Et je rappelle que l'année prochaine, rien que l'année prochaine, on devra emprunter 300 milliards. Donc si on n'a pas un budget crédible, on va commencer à nous faire payer cette incertitude, cette instabilité politique. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle pour François Bayrou. Moi, je suis très curieuse de voir comment il va œuvrer effectivement pour à la fois réduire notre déficit, contenter la gauche, contenter la droite. C'est vraiment une équation très difficile pour lui. Yael. J'aime beaucoup la question évidemment qu'on pose ce matin. Peut-il y arriver ? Le fond de l'air a un peu changé. Si on peut essayer d'être un peu plus positif ce matin, c'est que Michel Barnier a essuyé les plâtres. Donc il y a des erreurs qu'il a commises qui ne seront pas recommises. Notamment, Nivine en parlait, la manière de consulter tout le monde tout de suite et de respecter le RN et ses 11 millions d'électeurs. C'est vraiment l'erreur que Marine Le Pen reproche à Michel Barnier continuellement d'avoir été traité trop tard. Là, il fait exactement le contraire, François Bayrou. Et puis, il y a eu l'expérience chaotique de la censure. Qui a envie de recommencer si vite ? Tout le monde est sur les freins. Les socialistes n'ont pas dit qu'ils censuraient automatiquement, ça c'est terminé. Il n'y a que LFI qui veut censurer automatiquement. Et puis le RN, Marine Le Pen, ne parle pas non plus de censure systématique immédiate. C'est conditionné à un deal sur la proportionnelle. Elle en a parlé, notamment ce matin. Donc je dirais que le système d'alliance ne va pas changer, ça va être encore le socle commun comme avant, mais avec des forces politiques qui ont peut-être envie de laisser un peu de temps au temps. C'est ça qui a changé. Ce n'est pas le cas du côté de LFI, vous l'avez dit. Invités, ils ne sont pas allés à cette consultation. On va écouter Emmanuel Bompard, invité de TF1 ce matin, Éric Coquerel, invité de LCI. Nous n'avons ni l'intention de participer au gouvernement, ni l'intention de négocier avec M. Bayrou un pacte de non-censure. Donc il faut dire les choses franchement et clairement. Il y aura un discours de politique générale. À cette occasion, nous souhaitons qu'il y ait ce qu'on appelle un vote de confiance. C'est normalement comme ça que ça fonctionne dans notre démocratie parlementaire. Et s'il n'y en a pas, il y aura une motion de censure et nous le censurerons. Nous, on dit qu'on n'a rien à négocier. Ce que nous disons à M. Bayrou, je crois qu'il a eu, hier, Mathilde Panot, il a bien compris notre position. Ça lui évite de perdre du temps et nous aussi, c'est de lui dire... Nous, ce qu'on vous demande, c'est d'engager le vote de confiance devant l'Assemblée nationale, comme ça se faisait régulièrement, et sinon il y aura motion de censure, parce que nous estimons que ce gouvernement n'est pas plus légitime que le précédent, puisqu'il est minoritaire, et qu'en plus, vraisemblablement, il va appliquer la même politique. Voilà. Alors, du coup, on enchaîne avec la question de Christophe, qui nous parle de LFI, justement. Est-ce le seul moment où les socialistes pourront se détacher de LFI avant les législatives et la présidentielle ?
C'est un moment, effectivement, c'est le moment de vérité. C'est en ce moment. Je suis d'accord avec Christophe parce que c'est sur cette base-là qu'on va savoir si oui ou non le Parti socialiste a son autonomie. Aujourd'hui, Olivier Faure, il joue un double jeu, c'est-à-dire qu'il dit je voudrais participer, mais les conditions sont pas réunies. Et il veut revenir avec des victoires à la maison, c'est-à-dire en disant je ne censure pas, on ne censurera pas François Bayrou, mais parce qu'on a obtenu ça et ça. C'est pas du tout la même démarche que LFI. Il y a un différent stratégique très fort entre les deux partis désormais. LFI, c'est je renverse pour une présidentielle anticipée. C'est pas du tout le calcul du PS qui n'est de toute façon pas prêt pour une présidentielle anticipée. Je vous coupe avec une autre question très à propos. Non, c'est moi qui m'excuse, mais regardez ce que dit Arnaud. Si un accord de non-censure existe, il n'est pas garanti, c'est ça? Il n'est que de principe. Est-il garanti que les socialistes respectent leur engagement? Aujourd'hui, la chèvre et le chou sont ménagés au PS. Vous entendez les deux. Pas de censure a priori, pas de censure automatique, à condition que des engagements soient respectés. L'engagement le plus lourd, c'est les retraites. Gel des retraites avec conférence de financement. Si déjà il y a ça dans la corbeille, honnêtement, ça fera réfléchir les socialistes, évidemment. Et j'insiste sur un point ce matin. Je vous confirme que Jérôme Guedj, chez les socialistes, Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen, et Philippe Brun, le député de l'Eure, ont tous les trois été contactés par l'entourage de François Bayrou pour intégrer ce gouvernement, et que tous les trois ont refusé, estimant qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans un gouvernement dont on n'a pas encore les motivations d'un accord de non-censure. Donc ça, je vous le confirme. Donc il y a une tentative d'approche côté Bayrou, côté Modem pour élargir le socle. Ça n'est pas possible et ça ne sera pas possible à l'heure où je vous parle. Après, il y a d'autres noms qui circulent. François Rebsamen, par exemple. Qui n'est plus socialiste. Oui, mais donc, qui n'est plus socialiste. Mais personnalité de gauche. Oui, mais ça dépend ce qu'on veut. Mais c'est pas, sauf que ça, c'est du débauchage individuel. C'est comme Nicolas Sarkozy qui faisait l'ouverture à gauche avec Éric Besson ou Fadela Amara. Ce sont des personnalités. Ça peut incarner, effectivement, mais ça n'embarque pas du tout un accord politique durable au Parlement. Néline Petros. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que même si le divorce n'a pas encore eu lieu entre le Parti socialiste et la France insoumise, par médias interposés, les chefs de file des deux partis, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, ont des mots très durs l'un envers l'autre. Olivier Faure, qui encore hier dans les colonnes du Parisien, expliquait qu'il avait une divergence stratégique profonde avec Jean-Luc Mélenchon, qui une semaine plus tôt, dans la presse étrangère, Jean-Luc Mélenchon accusait Olivier Faure de brutalité, alors même si officiellement les socialistes font encore partie du nouveau Front populaire, on voit qu'en tout cas à la tête des deux partis, il y a de très très fortes divergences qui éclatent au grand jour.